Alors, comment on pourrait vous présenter Gilles Babinet? Je me suis un peu renseigné quand même. Disons que vous êtes multi-entrepreneur, je ne me trompe pas, responsable des enjeux du numérique pour la France auprès de la Commission européenne, là je ne me trompe pas, président de plusieurs conseils d'administration et puis nommé en 2012 par la ministre déléguée au numérique de l'époque qui était Fleur Pellerin, Digital Championne. C'est quoi un Digital Championne? Alors c'est une fonction assez amusante. C'était créé par Nelly Kroes, qui est commissaire européenne, enfin qui l'était jusqu'à il y a un mois, avec la volonté de disposer d'une voie alternative aux États pour savoir ce qui se passe dans les pays. Donc il y en a 28, autant qu'il y a d'États membres, et notre rôle c'est d'expliquer finalement qu'est-ce qu'on perçoit comme dynamique dans chacun de nos pays, et d'aider à la création de la politique numérique européenne commune. C'est absolument passionnant, c'est une fonction qui est une fonction honorifique. Donc moi je peux pas y consacrer tout mon temps, mais je vais à Bruxelles assez souvent quand même. Et je crois que dans le cadre de cette nouvelle commission qui a décidé de faire du numérique son principal axe stratégique, c'est d'autant plus intéressant. En tout cas, merci de nous réserver un peu de votre temps et l'auditoire est à vous. Merci, merci. Alors je vous prie de m'excuser pour ce petit errement de départ. On a essayé d'adapter l'image à l'écran et ça montre que la maîtrise digitale, même de ceux qui sont censés être les plus aguerris, n'est pas toujours optimale. Donc vous pouvez malgré tout lire, même si c'est un peu tassé. Voilà. Donc le propos de mon intervention, c'est en gros le propos de mon livre. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Je l'ai écrit parce que quand je suis devenu président du Conseil national du numérique, comme il se le devait, j'ai rencontré le ministre en charge à l'époque du sujet qui était Éric Besson, puis le président de la République. Et pour moi, ça a été une surprise de constater que finalement, les gens qui ont en charge des destinées de cette nation, enfin qui les avaient, mais c'est toujours la même chose aujourd'hui, ont une assez mauvaise compréhension de ces enjeux. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'est la révolution digitale. En fait, quand je suis venu par Dijon, j'ai loué une voiture à Dijon et j'écoutais la radio dans la voiture et il y avait une interview de Jean-Paul Delevoye, qui est le président du CESE, le Conseil économique et social et environnemental, et qui disait exactement ce que je viens de vous dire. Il disait « les élites sont perdues, elles ont perdu l'esprit du temps, elles ne comprennent pas la révolution digitale, et d'une façon générale, la défiance qui leur est adressée reflète le fait que les citoyens comprennent qu'elles sont absolument en désynchronisation avec la réalité. » Et donc je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui sont en charge d'institutions de cette nation et qui commencent à dire haut et fort ce que moi je ne cesse de dire depuis 3 ou 4 ans. Mais ce que je veux essayer de vous transmettre comme message, c'est qu'évidemment, la révolution digitale, c'est pas la perception commune qu'en ont nos politiques, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les risques de terrorisme, c'est pas Adopi, c'est beaucoup d'autres choses qui sont passionnantes. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui cette conférence. Alors quand on veut essayer de définir finalement pourquoi est-ce que c'est une révolution digitale et en quoi c'en est une, eh bien moi j'aime bien parler de cette notion économique que sont les gains d'opportunité. Les gains d'opportunité, la meilleure illustration que j'ai pour en parler, c'est l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique est un continent qui a cru à 1,4% de croissance pendant 40 ans, entre 1960 et 2000, et c'était une croissance qui était inférieure à la croissance démographique. Donc en d'autres termes, les gens s'appauvrissent au fur et à mesure de la croissance, du développement du temps en fait. Et puis, à partir de 2000, il y a une accélération de la croissance qui passe à 2%, 3%, 4%, 5% à partir de 2008, et puis depuis 2012, 6%. Et à partir de 2015, 2016, on pense qu'on va être au-delà de 6%. Ça va être la principale zone de croissance du monde. Et lorsque vous demandiez aux économistes quelle est l'origine de cette croissance, au début, ils vous disaient bah, c'est les matières premières. Le monde a besoin de matières premières. Et la raison pour laquelle il y a de la croissance, c'est parce qu'on achète ces matières premières. Finalement, ça justifie la croissance africaine. Alors, moi, je crois que c'est intéressant, mais l'explication n'est pas là.
Et en fait, en 2005, il y a la London School of Economics qui nous a dit, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est finalement les réseaux de télécom. Quand vous mettez un réseau de télécom dans un pays africain, si vous avez 20% de pénétration de ce réseau de télécom, vous rajoutez à peu près un point de PIB. Et puis, si vous avez 60% de pénétration, vous pouvez rajouter 3 points de PIB. Et donc, c'est ça l'explication de la croissance africaine. Et alors, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Si dans un pays où il y a, enfin, dans un continent où il y a peu d'infrastructures, les réseaux de télécommunications suppléent à l'absence d'infrastructures. Si vous êtes un pêcheur, que vous ramenez du poisson sur la berge en Afrique, eh bien, tout le surcroît de poisson que vous n'aurez pas vendu immédiatement sur le marché, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans l'outil de transformation qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse faire des boîtes de conserve de ces poissons, et ils vont être perdus. Et de même, si vous êtes un agriculteur, vous récoltez des mangues, par exemple, vous les amenez au marché, toutes celles que vous ne vendrez pas immédiatement vont être perdues. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez appeler une usine en disant venez chercher mes mangues, vous pouvez appeler un camion qui va emmener ces mangues dans l'outil productif et on va transformer tout ça pour faire en sorte que ce soit préservé. Donc ça, c'est l'explication de la croissance africaine, c'est les gains d'opportunités. C'est vrai aussi, si vous êtes une femme, que vous avez un enfant qui est malade, vous êtes au Libéria, il y a 200 médecins pour tout un pays. Donc, autrement dit, vous n'avez pas d'accès au système médical, mais vous pouvez donner un coup de fil à une tante qui se trouvera à l'autre bout du pays et qui sera potentiellement infirmière ou qui aura des connaissances médicales. Et le peu de connaissances qu'elle va vous donner, eh bien, ça fera toute la différence avec rien. Donc c'est évidemment une différence qui est très appréciable. Vous bénéficiez à chaque instant des gains d'opportunités, mais encore une fois, quand il y a peu d'infrastructures, les gains d'opportunités sont beaucoup, beaucoup plus visibles. Donc on a débloqué la croissance africaine de cette façon, et je crois que la version numérique de cette croissance, c'est ça, c'est ce qu'on appelle M-Pesa. Donc M-Pesa, c'est un système qui a été lancé par Safaricom en 2007 au Kenya, et je crois que tout agent économique rêverait d'avoir le résultat de M-Pesa, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, 7 ans plus tard, sur un pays de 40 millions d'habitants, 42 millions d'habitants, vous avez 26 millions de gens qui sont des primo-accédants et qui ont accédé à des services de mobile banking pour la première fois grâce à M-Pesa. Donc c'est tout à fait significatif, mais au-delà de ça, ça a des externalités en très grand nombre. Par exemple, vous formalisez de l'économie informelle. C'est-à-dire que de l'argent qui était sous le matelas auparavant, de l'économie informelle, en dollars généralement, eh bien ça devient de l'argent qui est sur le compte en banque, qui est visible de votre banque, enfin de M-Pesa en l'occurrence, mais aussi de la banque centrale, qui est la banque qui permet à M-Pesa finalement de faire ses émissions monétaires. Et au-delà de ça, ça a des externalités nombreuses. Par exemple, vous pouvez prêter cet argent. Vous pouvez l'envoyer à l'autre bout du pays. Ou vous pouvez l'envoyer dans un des 14 pays qui sont des adhérents à M-Pesa. Et évidemment, tout ça crée des opportunités économiques. Si vous prêtez cet argent à quelqu'un qui le met au travail, c'est plus efficace que s'il se trouve sous votre matelas à ne pas travailler. Et puis, vous pouvez aussi vous faire prêter de l'argent parce qu'on a un historique de vos transactions. Donc ça, c'est l'opportunité numérique, c'est la façon dont on le voit, le met en évidence. C'est évident qu'il y a tout un tas de domaines, et notamment en Afrique, dans lesquels je pourrais vous parler de cette opportunité numérique, qui sont absolument incroyables. Moi, je vais très souvent en Afrique pour parler du numérique, et à chaque fois, je reviens avec de nouveaux exemples de choses qui sont tout à fait remarquables, et qui sont parfois d'ailleurs des choses qui n'existent pas en Europe. Le mobile banking, ça n'existe que très peu en Europe, parce que ce système bancaire-là, ce n'est pas celui qu'on connaît, c'est un système bancaire qui permet notamment de faire des microtransactions, et qui permet de faire du peer-to-peer, c'est-à-dire tout le monde là-bas a la culture de se passer de l'argent, pas de la main à la main, mais de mobile à mobile, de façon extrêmement efficace. Et ça, encore une fois, ça permet de nouvelles opportunités économiques. Ils sont passés dans la monnaie électronique de façon beaucoup plus importante que nous ne le sommes ici en France.
Donc voilà ce que c'est que l'opportunité, les gains d'opportunité. Et ces gains d'opportunité, ils sont en train d'accélérer. Alors, il ne faut pas lire 100 millions, il faut lire 100 milliards d'adresses IP, parce qu'on est dans un moment de singularité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3,2 milliards de gens qui sont connectés au monde de l'Internet. Donc, c'est un peu moins de la moitié de la planète, c'est significatif. Mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que dans 2 ans, donc 2 ans, c'est le 10e du temps qu'il a fallu pour connecter ces 3,2 milliards de personnes, eh bien, dans 2 ans, vous rajouterez 2 milliards d'individus à ces 3,2 milliards de gens. Donc il y a une accélération notable, et une accélération qui vient principalement des pays émergents, du fait que les smartphones coûtent de moins en moins cher, sont en train de passer en dessous de la barrière des $50, et de fait, tout le monde peut aujourd'hui, y compris les gens qui ont des revenus qui sont de l'ordre de 2 à 3 $ par jour, peut accéder à cet univers. Et ça permet d'accélérer les gains d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'on met en œuvre le phénomène il manque un slide, de multitude. C'est-à-dire que finalement la valeur de l'Internet, c'est vous. C'est le fait que sans l'Internet, sans vous, il n'y aurait pas le contenu qui est disponible sur Internet. C'est vous qui faites Wikipédia, mais c'est aussi vous qui faites les ratings des livres sur Amazon. C'est vous qui votez quand vous achetez sur la qualité d'un e-commerçant, quand vous allez dans un hôtel, quand vous allez chez l'habitant sur Airbnb. Tout ça crée de la confiance, et tout ça accroît les opportunités économiques et les gains d'opportunités au sens large. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui découle de ça, c'est la data. C'est le fait qu'on crée des opportunités dans le monde de la data qui sont de plus en plus nombreuses. C'est un phénomène qui est récent. On a découvert à peu près en 2005 qu'on était capable d'extraire de la donnée des signaux de très très grande richesse. Et de fait, on s'aperçoit qu'on peut corréler des informations qui représentaient auparavant du bruit, et qu'on est capable d'accroître ces gains d'opportunités, je vais en parler un peu plus tard, pour finalement créer de nouveaux services au bénéfice du plus grand nombre. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces gains d'opportunités, en commençant par l'éducation. Parce que je crois que c'est évidemment dans une société de la connaissance, qui est la société dans laquelle nous rentrons, ce qui est le plus important. Et l'éducation est en train de vivre une révolution qui commence d'une façon générale par les MOOC. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de cet acronyme, des Massive Open Online Courses. C'est initialement quelque chose qui a commencé il y a assez longtemps. Donc des sociétés comme BASF en Allemagne ou General Electric se sont mis, il y a plus d'une vingtaine d'années, à commencer à faire des tutoriaux en ligne, mais qui étaient principalement des outils à destination de leurs salariés. Et puis, il y a un phénomène qui a eu lieu en 2011, qui a marqué les esprits, et je crois qui a cristallisé l'émergence de cette nouvelle dynamique. Ce phénomène, il a été emmené par un garçon qui s'appelle Sebastian Thrun, qui était professeur à Stanford. Donc Stanford, on ne la présente plus, c'est une des plus prestigieuses universités dans le monde. Et ce professeur est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que ce garçon-là n'a plus de leçons à recevoir de personne dans son domaine parce qu'il a gagné le DARPA Award. Le DARPA Award, c'est quoi? C'est un prix qui est financé par une agence américaine de 5 millions de dollars et qui récompense de 5 millions de dollars la première équipe qui réussira à faire en sorte que un robot puisse parcourir 120 km dans le désert du Nevada en autonomie totale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interagir avec le robot, il doit se débrouiller tout seul pour finalement être confronté à un parcours balisé, éviter de tomber dans les fossés, etc. Si vous tapez DARPA Award sur Internet, vous verrez, c'est assez amusant, on voit des voitures qui quittent la route et on voit bien que l'intelligence artificielle n'est pas au point. Puis lui, en 2007, je crois, il a été le premier, avec son équipe de Stanford, à gagner ce prix. Et donc, évidemment, il est auréolé de ce fait d'armes. Et ses pairs ont été les premiers à être les plus stupéfaits
quand il a annoncé en 2010 qu'il allait quitter Stanford parce qu'il considérait que le savoir qu'il détient ne pouvait pas être enseigné qu'à 140, 150 élèves chaque année et qu'il voulait essayer de le donner au plus grand nombre. Et il a créé le premier MOOC. Il a créé le premier MOOC avec une grande inquiétude qui était qu'il voulait avoir 1000 étudiants inscrits pour son premier MOOC. Et donc, son principal problème, ce n'était pas de construire sa plateforme, c'était de créer le marketing qui lui permettrait de recruter ces 1000 élèves, sachant que son MOOC est gratuit. Et puis, il a lancé l'inscription en juin 2010. Et au bout de 2 jours, il avait 1000 personnes. Et là, il a eu le dilemme de savoir s'il continuait à laisser les gens s'inscrire ou pas. Et lorsqu'il a clos l'inscription le 4 septembre 2010, il y avait, je ne me souviens plus du chiffre exact, 135 600 personnes, je crois, qui étaient inscrites sur sa plateforme. Et évidemment, il avait un problème important, c'est qu'il était hors de question qu'il corrige 135 000 copies tous les soirs. Mais malgré tout, il a lancé en espérant qu'un certain nombre de phénomènes apparaissent qui lui permettent de parvenir à avoir un cours de plus ou moins bonne qualité. Et l'enseignement qu'il nous donne à l'issue de 9 mois de cours, c'était un MOOC particulièrement long. Les MOOC maintenant font plutôt 6 semaines, est tout à fait stupéfiant. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a à peu près 22 000, 22 500 personnes qui ont un niveau de compétence qui est, à l'égard de l'intelligence artificielle, égal ou supérieur à ceux qui sont venus à Stanford les années précédentes. Je crois que c'est intéressant parce que c'est la notion de supérieur, évidemment, qu'on est interpellé. Et pourquoi supérieur? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui ont eu lieu. D'abord, le premier, c'est que lui, évidemment, il a corrigé une dizaine de copies à chaque fois. Et il a demandé aux gens qui s'étaient fait corriger de même corriger les autres copies. Il a demandé aux élèves de regarder les copies et puis d'essayer de comprendre quel était finalement le modèle optimal. Et tout le monde a eu très rapidement, dans l'espace d'une semaine à peu près, sa copie corrigée. Donc ça en soi, c'est un phénomène qui est intéressant. Puis le deuxième phénomène qui est intéressant, c'est que les élèves ont été obligés de communiquer entre eux pour se corriger et ont pris l'habitude de communiquer entre eux. Et de fait, ils ont collaboré et cette collaboration leur a permis finalement de renforcer la qualité pédagogique du cours. Et puis, troisième phénomène, c'est que les élèves sont revenus vers le professeur en disant « Écoutez, la façon dont vous pouvez améliorer votre cours, c'est plutôt de mettre tel ou tel contenu en ligne plutôt que tel contenu, parce qu'on pense que ce sont des contenus qui sont plus pertinents et qui feraient en sorte que vous auriez un cours de meilleure qualité. » Donc, il y a plusieurs phénomènes vertueux qui ont eu lieu. Et évidemment, je crois que c'est une dynamique qui est fondamentale à l'égard de l'évolution de l'humanité. Parce que quand vous passez de 140 élèves à 22 000 personnes qui disposent d'un savoir qui est essentiel pour l'humanité, qui est celui de l'intelligence artificielle, vous voyez bien que vous avez un point d'inflexion qui est quasiment comparable à celui de Gutenberg. Moi, ma conviction, c'est que les Lumières, puis les révolutions industrielles, c'est Gutenberg. En faisant en sorte que le savoir se démultiplie facilement, parce qu'il est imprimé, parce que ça coûte moins cher de faire des livres, on a provoqué la révolution intellectuelle, mécanique que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui me conforte dans cette affirmation, c'est le fait qu'il y a eu des civilisations qui étaient techniquement développées, mais qui n'avaient pas la capacité de permettre à l'information de se déployer de façon efficace. Je pense en particulier à l'Empire romain. L'Empire romain n'avait pas inventé ni le papier ni l'imprimerie. Et lorsque l'Empire s'est effondré, les techniques qu'il avait inventées, la grue à bras, le ciment, ont juste disparu. Elles ont disparu, elles se sont noyées dans les sables de l'histoire et on les a redécouvertes 1300 ans plus tard. Et donc je crois que c'est intéressant parce que finalement, la capacité à distribuer de l'information, c'est notre capacité à rentrer dans une dynamique nouvelle. On voit que l'information qui auparavant était localisée dans des citadelles du savoir, qui sont les grandes universités, particulièrement les grandes universités américaines, est en train de se décentraliser. Et c'est tout à fait intéressant de voir que dans des endroits où il n'y a jamais eu de culture de la technique, on voit apparaître des choses intéressantes. J'y reviendrai en parlant des MOOC et à l'égard des Fab Labs un peu plus tard. Le deuxième phénomène que je voudrais évoquer,
c'est un garçon qui s'appelle Salman Khan. Salman Khan, c'est avant tout un trader dans le domaine de la finance. Et puis, il s'est retrouvé un peu confronté à une nièce qui était en échec scolaire et qu'il a dû essayer de lui enseigner des choses. Et elle se trouvait dans un autre état que lui. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé que le moyen le plus simple d'interagir, c'était par vidéo. Et puis, il s'est rendu compte que son cours vidéo sur YouTube, qu'il faisait au départ pour une personne, était cannibalisé par d'autres gens qui lui disaient « Écoutez, ils sont très intéressants, votre cours, faites-en plus ». Il s'est mis à en faire plus et petit à petit, il s'est rendu compte que les gens appréciaient ses cours. Et un jour, Salman Khan, qui faisait des petites pastilles de 3-4 minutes, principalement ayant trait aux mathématiques, a reçu une lettre très émouvante d'une jeune femme qui lui disait « Écoutez, moi j'avais été exclu de mon école, et j'ai passé l'été à lire, à regarder vos vidéos, sans même me rendre compte que j'étais en train d'apprendre. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais en parler au principal de mon école, et il faut que je lui dise ce que j'ai appris quand même. Et puis, le principal a été stupéfait par ses progrès, l'a réintroduit dans son école. Évidemment, son parcours s'est très bien déroulé, et au moment où elle a écrit à Salman Khan, elle était deuxième de sa classe. Et donc, là, je crois que la dynamique que nous enseigne Salman Khan, c'est qu'on peut créer des nouveaux protocoles pédagogiques. Et on peut créer des protocoles pédagogiques qui sont ce qu'on appelle de l'éducation inversée, où finalement on apprend chez soi, ou de façon autonome, dans un mode individuel, et on valide son savoir collectivement. Et ça, ce sont des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les gens de PISA, vous savez, cet organisme de l'OCDE qui qualifie chaque pays avec un grade et qui malheureusement ne met pas la France dans les premiers, et qui disent, ben oui, on reconnaît que les processus d'éducation inversée, ce qu'on appelle flipped classroom, sont vraiment des dynamiques tout à fait intéressantes parce qu'elles permettent non plus de se dire, on va rajouter en surcouche du numérique dans les classes en mettant des tablettes et il se passera sûrement quelque chose, ce qui ne marche pas, mais de repenser le protocole pédagogique au travers du numérique et par là même de complètement redynamiser les classes en supprimant l'ennui et en faisant en sorte que les décrocheurs deviennent souvent des gens qui rentrent dans le premier quintile de la classe. Donc ce sont des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes, encore une fois, et je pourrais, moi d'ailleurs ça m'arrive de faire des conférences uniquement sur le sujet de l'éducation, donc je pourrais passer 3/4 d'heure à vous parler de ça avec beaucoup de plaisir. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes dans des processus d'apprentissage, par exemple les gens qui font de la formation professionnelle, ou les gens qui sont des chefs d'entreprise, vous pouvez réellement améliorer l'expertise de votre entreprise en mettant en place ces dynamiques avec des coûts qui sont relativement marginaux. L'autre dynamique qui est intéressante, c'est celle des institutions. Donc vous m'avez entendu finalement être assez critique à l'égard du fonctionnement des acteurs publics en général. Et je crois que je le suis d'autant plus que j'observe dans le monde entier, et puis en Europe aussi beaucoup grâce à mon rôle auprès de la Commission européenne, de voir des dynamiques nouvelles d'interaction entre les États, les institutions et les citoyens, qui sont des dynamiques extrêmement vertueuses. Et ce sont des dynamiques qui me semblent être impossibles à nier, particulièrement dans un État comme le nôtre, qui est très colbertiste, très verticalisé, j'ai envie de dire presque néo-monarchique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des dynamiques qui reposent sur deux jambes. C'est des dynamiques qui reposent sur, évidemment, la jambe de la participation, sur le fait qu'on demande aux gens de s'exprimer, et on essaie de sortir du principe de basique sondage oui, non, mais de demander aux gens de participer au design des fonctions publiques. Donc un exemple que je donne assez souvent, c'est ce qui s'est passé en Suède il y a quelques années, où il fallait définir là où allaient s'implanter les crèches dans une ville, et la mairie a commencé par dire on va les mettre une par arrondissement. Et puis les gens ont dit mais c'est tout à fait injuste parce que si je fais une comparaison avec Paris, il y a beaucoup moins de... La démographie du 16e arrondissement est beaucoup plus vieille que celle du 10e arrondissement, et donc on devrait mettre 2 crèches dans le 10e et aucune dans le 16e. Et puis il y a eu un débat assez tendu, et à la fin il y a une association
est venu et a fait des cartes, vous savez, ces cartes de la ville qui sont déformées en fonction de la densité démographique, mais aussi de la densité par âge, de la densité par type de revenu, mais aussi de la vitesse de déplacement dans la ville, donc en fonction du nombre de transports collectifs qui étaient présents. Et elle a superposé ces cartes, mettant en évidence que certains arrondissements devaient évidemment être beaucoup plus privilégiés que d'autres. Et ce qui est très intéressant, je crois, c'est que lorsque on est passé au vote, eh bien même les arrondissements qui étaient notablement défavorisés par cette nouvelle information ont voté pour qu'on mette les crèches dans l'équivalent du 10e arrondissement suédois. Et ça, je crois que c'est pour moi le fait que, encore une fois, cette nouvelle forme de démocratie repose sur deux jambes. Elle repose sur la participation, une participation active, et puis la deuxième jambe, c'est l'information. Et c'est ce qu'on appelle l'open data, c'est la capacité, finalement, d'avoir un État totalement transparent et des citoyens qui sont amenés à se prononcer en responsabilité sur les politiques publiques. Et je crois que ce qu'on m'oppose assez souvent, c'est de dire oui, mais on a besoin d'un pouvoir éclairé, notamment les politiques m'opposent souvent ça, sur des sujets qui sont des sujets éminemment polémiques, comme par exemple le débat sur la fin de vie, ou le mariage homosexuel, ou des choses comme ça. Et moi, j'oppose à ces mêmes parlementaires qui me disent ça, je leur dis, bah, écoutez, il y a eu un débat sur le mariage homosexuel en Angleterre, c'était un débat citoyen, il y a eu des plateformes de débat citoyen qui ont eu lieu, et du fait même que ces plateformes ont existé, il y a eu un consensus avec un choix qui a été fait, et ce choix n'a pas été antagonisé comme il l'a été en France, où finalement les gens n'ont pas été dans le débat, mais dans l'invective. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que finalement, quand vous mettez les citoyens en situation de responsabilité, eh bien, ils prennent les choses au sérieux et ils se spécialisent dans les sujets donnés. Et je crois que, si vous voulez, pour finir sur ce sujet, je dirais que ceux qui n'y croient pas sont un peu dans la même figure que l'Ancien Régime, avant la Révolution française, où lorsqu'on posait la question à ces finalement représentants de l'Ancien Régime, ils disaient « mais vous ne pensez même pas imaginable qu'on confie à des gueux la capacité d'avoir la possibilité d'expression sur la politique publique ». Eh bien, on est beaucoup plus que 200 ans plus tard, et je crois que personne ne souhaite revenir à un pouvoir du sang bleu tel qu'il existe. Eh bien, c'est la même chose à l'égard de nos décideurs. Il faut faire une évolution progressive d'un modèle qui passe d'un modèle représentatif à un modèle participatif. Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les représentants, mais je pense que le rôle de ces représentants est beaucoup plus un rôle d'animation que d'expression d'une vision qui est, il me semble, être d'essence mystique. Lorsque vous entendez des politiques vous dire, j'ai entendu un homme politique qui pense avoir à nouveau une destinée nationale, eh bien, on n'échappe pas à son destin. Moi, je pense qu'on est plus proche de la psychanalyse qu'autre chose à cet égard. Alors, l'autre sujet qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une efficacité économique assez importante avec ce type de dynamique. Par exemple, on peut mettre en œuvre, et c'est encore le cas du Kenya, c'est assez intéressant, des cadastres participatifs. Donc, dans le sud du Kenya, on a fait une expérimentation amusante. Comme il n'y a pas de cadastre du tout, il n'y a pas de métrage du sol, on a dit aux gens, bah, écoutez, vous allez le faire vous-même. Donc les paysans, vous allez installer une application dans vos smartphones. Donc tous les paysans n'ont pas de smartphone, donc ils empruntent un smartphone pour ce faire. Et puis vous allez maîtriser votre champ en vous baladant aux quatre coins de votre champ. Et alors quand je dis ça, les gens me disent, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aura la tentation naturelle de pousser les murs et de prendre un peu plus sur le voisin. Sauf que si vous voulez que votre champ soit reconnu, vous êtes obligé de demander à vos voisins de faire le même exercice, de maîtriser eux-mêmes leur parcelle. Et de fait, s'il y a un écart entre ce que vous mettrez et ce que vos voisins mettent, eh bien, vous n'aurez pas de reconnaissance cadastrale de votre parcelle. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait ça, grosso modo, à une échelle qui est... attendez, c'est quoi? C'est 60 000 km², c'est beaucoup, hein, puisque c'est à peu près le 10e de la France. Et on a eu 1,4% de contestations qui ont nécessité le déplacement d'un officier cadastral. Donc vous voyez que c'est extrêmement efficace et il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels
on pourrait mettre en place des dynamiques de ce type-là, qui consistent réellement à s'appuyer sur la multitude pour mettre en œuvre des services publics de très très haute qualité, en reposant sur de l'information qui est totalement transparente, qui est de l'open data. Alors l'autre dynamique que je voudrais évoquer, c'est celle de la production. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais les systèmes de production sont en passe de vivre des révolutions très significatives. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé il y a peu de temps, c'est lorsque Elon Musk, vous savez, ce garçon qui développe cette voiture électrique dont on parle beaucoup aux États-Unis, qui fait également SpaceX, ce lanceur spatial particulièrement performant, il a dit à l'égard de la Tesla, sa voiture, eh bien, je donne tous les brevets en open source. Parce que je pense que la puissance de ce que je fais, ça n'est pas les brevets, c'est la plateforme. C'est le fait que je dispose d'une plateforme unifiée de données et qui puisse administrer mes voitures de façon efficace. Et donc, il a ouvert des brevets sur les batteries, sur les moteurs électriques, sachant que sa batterie est considérée comme l'une des plus performantes au monde, et ces moteurs électriques sont de loin les plus efficaces qui existent dans le domaine des voitures électriques. Et je crois qu'il y a une dynamique nouvelle qui est en train d'apparaître dans le domaine de la production, qui est celle des Fab Labs. Alors pourquoi les Fab Labs? Parce que les Fab Labs reposent sur de l'open source. Le principe des Fab Labs, vous savez, c'est vous avez une machine de stéréolithographie en haut là, qui fait ces petites pièces en plastique qu'on voit un peu partout, mais c'est plus que ça, les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est une dynamique qui repose massivement sur l'open source, à la fois pour les machines elles-mêmes qui sont dans ces Fab Labs et pour une grande part de la production qui est faite au sein de ces Fab Labs. Et le gros intérêt, c'est ce qu'on résume au travers du terme de glocal. C'est-à-dire qu'on met en œuvre une intelligence qui est globale pour la construction de ces fichiers et on a une production qui est micro-localisée. Et tout à l'heure, j'ai évoqué des dynamiques nouvelles de production en Afrique. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a peu d'endroits sur Terre où il y a autant de Fab Labs qui émergent que dans des pays comme le Bénin, le Togo, le Kenya. C'est les derniers pays où on imaginerait qu'on pourrait voir ce type de dynamique. Et c'est tout à fait intéressant parce que finalement, c'est encore une fois le fait de sauter les étapes, de ne pas avoir un historique à gérer qui permet à ces pays de se retrouver dans une situation où finalement ils sont en avance sur d'autres dans ce domaine. Et cette dynamique, là où elle a quelque chose qui me semble être très fort, c'est qu'elle repose sur exactement la même dynamique qui vous permet, chacun d'entre vous, d'avoir dans votre poche un processeur qui est plus puissant que l'ensemble des ordinateurs qui ont permis à l'homme d'aller sur la Lune. C'est quoi cette dynamique? C'est celle de Steve Jobs, entre autres, qui a dit les ordinateurs sont une chose trop puissante pour qu'on les laisse à la NASA et aux organismes militaires, on va les donner aux gens. Et c'est eux qui ont inventé la micro-informatique. Ça a pris 40 ans, ça a pris du temps, mais c'est finalement une vision quasi politique au départ qui a permis de faire ça. Il y a la même chose à l'égard de la production. Il y a des gens, notamment des professeurs de l'université de Harvard, qui ont dit la production, qu'il s'agisse d'une production de services au travers des plateformes ou d'une production de biens au travers des Fab Labs, il faut qu'on la redonne aux gens. Et je crois que c'est une dynamique naissante, elle a commencé il y a 7 ou 8 ans, mais c'est une dynamique qui va très 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 vite, qui est très efficace. Il y a des projets dans tous les domaines, il y a des projets pour imprimer des immeubles en Chine. Vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez des vidéos qui permettent d'imprimer des immeubles de cette façon-là, en mettant la plomberie et l'électricité dans les murs. On veut imprimer des reins, il y a des projets d'impression de smartphones. En 2016, on pense qu'on sera capable d'imprimer un smartphone d'une qualité à peu près équivalente à ceux du marché commercial, de cette façon-là. Il y a des projets pour, c'est plus des projets d'ailleurs, on imprime aujourd'hui des prothèses médicales, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses. On imprime des pizzas. La NASA a lancé un appel d'offres pour imprimer des pizzas, pour pouvoir nourrir ses astronautes. Donc toute voilà, c'est très très riche, c'est très intéressant. Moi je suis au bureau d'un Fab Lab qui s'appelle La Paillasse, qui travaille dans le domaine du vivant. Je pourrais vous en parler, pareil, on pourrait faire une conférence sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une dynamique forte et qui a tendance à accélérer. Alors, l'autre sujet qui mérite d'être évoqué quand même, c'est celui de la santé, qui vit une révolution. Système de santé français, qu'on présente souvent comme le meilleur au monde, je vais vous en parler d'une façon un peu plus brutale. Donc ça coûte 240 milliards, ça c'est la dépense publique,
Si on rajoute la dépense privée là-dessus, on est à 400 milliards par an. 400 milliards par an, ça veut dire que quand vous travaillez 5 jours, il y a un jour que vous passez du matin au soir à travailler pour le système de santé. Donc 400 milliards, c'est 20% du PIB de cette nation, du PIB de cette nation. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et contrairement à une idée reçue, le système de santé est un peu en but à ses limites. Par exemple, la durée de vie en bonne santé n'augmente plus depuis 1999. Ce qui augmente, c'est la durée de vie en mauvaise santé. En moyenne, la plupart d'entre nous, on va passer les 12 dernières années de notre vie avec des maladies chroniques. Ce n'est pas d'ailleurs celles qui nous emporteront. C'est que pour 40% celles dont on décédera. Mais c'est des maladies qui sont pénalisantes. Ça peut être des Alzheimer, ça peut être des cancers qui sont très lents, ça peut être des maladies coronariennes. Et ces maladies, ce sont des maladies qui sont souvent évitables si on fait de la prévention. Or, le système de santé français, c'est 97% du post-traumatique et 3% seulement de la prévention, principalement le cancer du sein, les cancers de la peau. Et ce système repose sur deux dynamiques. Donc la première, c'est le post-traumatique, et la deuxième, c'est la chimie. On est pratiquement recordman du monde en matière de dépenses de molécules. On dépense 70 milliards en achat de molécules, donc c'est tout à fait conséquent. Et c'est une source non négligeable, il faut le dire en passant, d'apparition de maladies chroniques. Par exemple, Alzheimer, c'est totalement corrélé avec les benzodiazépines. Les Suisses qui sont juste à côté d'ici, quelques heures de voiture, eh bien, ils prescrivent 2 à 3 fois moins de benzodiazépines que nous, et comme par hasard, ils ont 2 à 3 fois moins d'Alzheimer que nous. Donc ça, il faut le dire, parce que je crois que c'est quelque chose qui est suffisamment important et peu connu pour que ce soit évoqué et répété. Ça commence à être connu, il y avait des méta-études qui sont sorties là à la rentrée et qui évoquent cette notion-là, mais en changeant de mode de médecine, on pourrait totalement supprimer, de façon extrêmement forte, Alzheimer. Il y a des sociétés où il y a des niveaux de prévalence d'Alzheimer qui sont 15 fois inférieurs à ce qu'on connaît en France. Et ça, c'est possible en rentrant dans une médecine de la donnée. Pourquoi? Parce que quand vous créez une médecine de la donnée, vous avez de l'historicité de données de santé. Par exemple, vous pouvez réunir toutes les données depuis votre enfance de données de santé, et on découvre des choses qui sont tellement basiques que c'en est surprenant. Par exemple, il y a 20% d'entre vous qui n'ont jamais la grippe. Donc ça aide la qualité de la prescription quand vous allez chez le médecin. Et puis, on arrive à avoir une qualité de prescription qui augmente de façon extrêmement significative. Il faut savoir que dans 17% des cas, quand vous allez chez le médecin, l'ordonnance pour laquelle vous sortez de chez le médecin est juste nulle et non avenue. Par exemple, on vous donne des antibiotiques quand vous avez la grippe. C'est un virus, et les antibiotiques, c'est pour les microbes. Donc ça ne marche pas. Et dans 2 tiers des cas, dans 65% des cas, les diagnostics sont mal posés. Quand on a de l'historicité de données de santé, on arrive à améliorer ça de façon tout à fait importante. Il y a un endroit sur Terre qui a fait ça. Ça s'appelle Grand Shanghai. C'est 45 millions de personnes, c'est la commune de Shanghai. Et c'est le seul endroit de l'OCDE où il y a une diminution du coût du système de soins, il y a une augmentation de la qualité mesurée des soins et un vieillissement de la population qui est même supérieur à celui que l'on connaît en France. Donc ça marche, ça marche. Et il faut d'autant plus s'intéresser à ça qu'il n'y a pas que les données de santé. Il y a les données du Quantified Self, celles qu'on appelle de wellness, donc de ces petits bracelets. Et quand on va commencer, grâce à la big data, à être capable de corréler cet ensemble de lacs de données, on va être capable de rentrer dans une médecine qui sera beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus préventive et finalement beaucoup plus efficace. À cela, il faut ajouter le fait que le séquençage du génome, qui était auparavant un luxe absolu, est devenu une commodité. Le premier essai de séquençage du génome a été fait par un groupe d'universités américaines aidé par des industriels. Ça avait coûté 5 milliards de dollars. Le premier réussi a coûté 300 milliards de dollars, emmené par Craig Venter. Et puis, là, au début de l'année, on a passé la barrière des 1000 dollars. Récemment, on a une équipe qui a créé un petit équipement qui permet de séquencer le génome pour 200 dollars. Et on espère que l'année prochaine, on sera capable de descendre en dessous de 100 dollars et peut-être même à 10 dollars. Et quand vous êtes à des prix comme ça, vous ne pouvez plus ignorer le potentiel du génome dans le système médical.
Et donc là, je crois qu'on a un système médical qui n'est absolument pas conçu pour pouvoir gérer ce genre de choses. Et pourtant, dans votre génome, il y a tout. Il y a la façon dont vous réagissez aux protocoles médicaux de façon extrêmement précise. Et on serait capable à la fois de faire une médecine préventive, mais surtout une médecine beaucoup, beaucoup moins traumatisante qu'elle ne l'est aujourd'hui. À chaque fois que vous prenez des protocoles de plus de 3 mois, dans 80% des cas, il y a des effets secondaires. Donc si vous prenez un médicament de façon chronique, il y a généralement des effets secondaires qui sont associés à ça. Parfois, c'est très, très faible, c'est des maux gastriques. Parfois, ça peut être extrêmement lourd. Dans certains cas, ça peut être l'apparition d'Alzheimer, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, on voit bien qu'on est face à une révolution. C'est une révolution dans laquelle il y a des acteurs extérieurs qui pourraient devenir surpuissants à cet égard. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Google Flu, donc qui fait de l'épidémiologie. Ça n'a pas marché pendant très longtemps. Là, cet hiver, je pense que ça va bien marcher. Donc, on détecte l'émergence des pathologies, et notamment de la grippe, en fonction de ce que vous tapez dans Google. Si vous tapez maux de tête, mal de dos, on se dit, s'il y a beaucoup de gens qui font ça dans une ville donnée, c'est que là, il y a un phénomène d'apparition de la grippe et il faut le signaler sur les cartes. Mais ça marche aussi pour beaucoup d'autres pathologies. Ebola a été détecté avant tout, là, ça a été détecté dès janvier cette année, par des plateformes, qui sont des plateformes professionnelles, mais dans lesquelles on rentre des symptômes, des médecins le font, et ont permis de dire, là, en ce moment, il se passe quelque chose dans les pays centraux d'Afrique, et dont on devrait se préoccuper. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui nous pousse à nous interpeller sur ce qu'on pourrait faire pour rentrer dans cette nouvelle dynamique, cette nouvelle société. Et comme vous le voyez, ça repose massivement sur la data. Et je crois qu'on a un enjeu vraiment de société, parce que la data ne va pas nous attendre. Elle va se développer, notamment au travers des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et de fait, si on ne se modernise pas comme on le devrait, on va avoir des problèmes de transfert de valeur entre la France et principalement les États-Unis, mais aussi quelques autres pays. Et je crois que c'est dommage parce qu'on est malgré tout un pays qui a une grande capacité ingénieuse et qui serait tout à fait à même de se saisir de cet enjeu avec efficacité. Alors, il y a des sociétés ou des pans économiques qui n'ont pas réussi à faire ça. Moi, je cite l'industrie du tourisme parce que je pense qu'en l'espace de peu de temps, elle a vécu 2 chocs. Le premier, c'est les plateformes de distribution, donc Booking, Expedia et consorts que vous connaissez tous. Et ces plateformes ont désintermédié la distribution. Donc il y a 23% de la valeur de l'industrie de la chambre d'hôtel qui est passée dans ces plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme Booking, je ne sais pas si vous savez apprécier la taille de ces chiffres, cette année, ils ont intermédié 60 milliards de chiffre d'affaires. Et ils font un résultat à eux tout seuls qui est supérieur aux 4 premières chaînes hôtelières dans le monde. Donc, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Booking, ça appartenait à un grand groupe hôtelier français qui a considéré que c'était non stratégique et qui l'a sorti en 2005 de son périmètre d'activité. Donc ce sont des industriels qui n'ont pas vu ça venir du tout, des acteurs économiques. Et puis, là où je trouve qu'ils font preuve d'une cécité vraiment importante, c'est qu'il y a eu un deuxième choc qui s'appelle Airbnb. Et ça se résume très simplement, vous savez, c'est de la location de chambres chez l'habitant. Je vais vous le résumer extrêmement simplement. Chaque nuit, c'est plus de nuitées que les 5 grands réseaux, les plus grands réseaux hôteliers mondiaux. C'est une valeur en bourse qui est supérieure à celle de Accor. Et ce sont des gens qui n'ont jamais construit un hôtel. Donc voilà ce qui se passe quand on ne fait pas attention et lorsqu'on n'essaye pas de se préoccuper de savoir quels sont les risques et les opportunités dans son environnement. Alors, il y a aussi des sociétés qui y arrivent. Moi, je cite souvent GE. Donc GE, c'est des gens qui sont... C'est une société qui a 160 ans. Et c'est une société qui, en 2006, a décidé de faire une migration totale vers le monde de la data. Et lorsque vous voyez Jeff Immelt, le CEO, intervenir dans des conférences, il dit « La société est plus rentable qu'elle ne l'a jamais été. Et le premier contributeur à la création de valeur, c'est la donnée, qui est valable aussi bien dans nos activités énergétiques, nos activités médicales, nos activités de construction de réacteurs et d'exploitation de réacteurs. Et à l'égard des réacteurs, par exemple, ça permet 3 choses. Chaque fois qu'un avion atterrit, il y a 900 gigas de données qui sont descendues au sol, dans quelques aéroports qui sont connectés. Et à partir de ça, vous savez faire du lean management, vous amenez les pièces
juste en temps optimal pour pouvoir faire les opérations de maintenance qui sont vraiment séquencées à la minute, donc vous avez de la disponibilité des réacteurs supplémentaires. Vous avez de l'optimisation de parcours de vol en fonction des caractéristiques du réacteur. Vous allez dire au pilote, ben voilà, il faut chauffer le réacteur progressivement et puis accélérer à tel moment. Et finalement, on va avoir un réacteur qui va durer plus longtemps. Et puis, vous avez la conception des réacteurs de la génération ultérieure qui sera optimisée avec des pétaoctets de données de l'ensemble des paramètres de vol de tous ces réacteurs qui permettront de faire des réacteurs beaucoup plus performants que d'autres. Je pourrais vous faire la même démonstration dans tous les métiers de GE et c'est tout à fait étonnant de voir à quel point c'est devenu une société qui a les paramètres de la plateforme à l'esprit et qui est extrêmement pertinente dans tous ces métiers. Alors, comment est-ce qu'on rentre finalement dans cette révolution digitale en tant qu'entreprise? Vous l'avez entendu, je viens de le dire, il y a un mot-clé pour moi, c'est la plateforme. La plateforme, c'est quoi? C'est le data mart unifié. Ce n'est pas un endroit où physiquement vous avez toutes vos données, mais c'est le fait de pouvoir exposer vos données à toute votre entreprise de façon transversale. C'est-à-dire que vous n'avez plus un système d'information qui sépare en silos les données, mais vous avez une unification des systèmes de données et qui repose massivement sur la distribution par ce qu'on appelle des API. Ce sont l'équivalent de la prise de courant pour les data, pour la donnée. Et ça, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça dit quoi? Ça veut dire que vous avez une plateforme qui distribue l'information, et puis vous avez des métiers, donc la finance, le marketing, etc., qui sont propriétaires de leur système d'information, qu'ils construisent eux-mêmes à partir des API, avec une règle simple, c'est que leur propre système doit être interopérable par les autres fonctions de l'entreprise au travers de la donnée qui remonte dans la plateforme et qui est donc appartient à la collectivité de l'entreprise. Donc ça, ce sont des paradigmes qui sont extrêmement forts dans les sociétés californiennes et ça repose sur le principe de décloisonner l'entreprise pour avoir des sociétés qui sont extrêmement horizontales et qui fonctionnent de façon extrêmement en mode projet. La hiérarchie dans les sociétés de ce type-là est faible, beaucoup plus faible que dans les sociétés continentales, sociétés européennes, et ce sont des sociétés qui sont pratiquement que en mode projet et qui fonctionnent remarquablement bien dedans. Alors dans cette révolution de la plateforme qui a commencé il y a 20 ans, d'exposition des données, il y a eu des enjeux techniques. Et notamment, il y a eu l'enjeu d'être capable de faire en sorte qu'on puisse continuer à manipuler des données qui devenaient de plus en plus volumineuses. Et pour ça, on a inventé la big data. Alors moi, je viens de finir d'écrire un livre qui sortira en mars sur la big data. Et un des problèmes que j'ai beaucoup eu, c'est d'essayer d'expliquer de façon simple ce que c'est que la big data. Alors je vais essayer de le faire à nouveau. Et c'est une façon imagée. Donc les gens qui sont ingénieurs et qui connaissent la big data ne s'offusquent pas de ce que je vais dire parce que, encore une fois, c'est une image. Mais si vous voulez analyser une image dans un système de données traditionnel, eh bien, vous allez être obligé de déconstruire cette image. Et vous allez dire, bah, je vais prendre tous les pixels bleus, je vais les mettre dans un silo bleu, je vais prendre tous les pixels orange, je vais les mettre dans un pixel orange, et ainsi de suite. Ou vous pourriez tout aussi bien dire, je vais prendre tous les pixels qui représentent des courbes et je vais les mettre dans un silo de courbes, tous les pixels qui représentent des droites et je vais les mettre dans un silo de droites. Mais vous êtes obligé de prédéfinir finalement la façon dont vous allez utiliser votre donnée. Dans la big data, rien de tout ça. Vous gardez les informations de façon non structurée, c'est-à-dire sous forme d'une image. Et vous allez avoir une forme de jumelle à multi-optique qui va vous permettre de zoomer sur toutes les dimensions qui vous intéressent. Vous allez pouvoir dire, bah, je suis intéressé par les dimensions courbes, ou par les dimensions état de surface, ou par les dimensions couleur. Et de fait, vous allez être capable de faire des travaux de corrélation au sein d'une dimension ou dans plusieurs de ces dimensions de façon extrêmement véloce. Et c'est ça, je dirais, la définition la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer la big data. Et alors, qu'est-ce que ça permet finalement, la big data? Ça repose sur, finalement, le postulat des 3 V. Donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ça. C'est pour pouvoir faire de la big data, il faut du volume, il faut de l'historicité de données par exemple, il faut de la profondeur de données, il faut de la vélocité, c'est-à-dire il faut avoir la capacité
d'aller chercher des séquences de données facilement. Il faut avoir la capacité d'aller chercher des jeux de données différents aisément. Et ça, c'est ce que permet la big data. Et puis, il faut de la variété. La big data, une des très très grandes caractéristiques de la big data, c'est d'être capable de faire de la corrélation à haute volée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 jeux de données différents, ça ne ralentit pas votre travail de corrélation. La raison pour laquelle on a fondé la big data, c'est Doug Cutting, l'inventeur de la big data, qui me l'a expliqué. C'est au départ Flickr qui disait, ben voilà, moi quand les gens viennent sur mon système de photos et qui font des requêtes complexes, ils disent voilà, je cherche des photos avec un tag sport et puis un autre tag orange et puis un troisième tag États-Unis, un quatrième tag qui est je ne sais pas, eh bien ils n'arrivaient plus à gérer ça. Et donc il fallait trouver de nouveaux systèmes pour pouvoir gérer ça. Et c'est comme ça qu'est née la big data. C'est pour ça que enfin, c'est pas pour ça, mais une des conséquences de la big data, c'est qu'on est capable de faire ces travaux de corrélation de façon remarquable. Alors, la question que ça pose, c'est comment est-ce que doivent fonctionner les entreprises qui veulent rentrer en mode plateforme? Et moi, j'ai travaillé beaucoup de temps sur, finalement, essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise pouvait faire sa migration vers la plateforme ou pas. Et il y a un certain nombre de notions qui sont importantes. La première, c'est d'avoir un management qui est décidé, qui a compris ces enjeux-là. Et si vous voulez, quand j'ai fait la mesure de l'agilité digitale des entreprises du CAC 40, il était manifeste que la première entreprise, Schneider, avait un CEO, Jean-Pascal Tricoire, qui avait complètement compris, du jour où il était entré dans l'entreprise, que dans les 20 années qui viennent, ils allaient arrêter de faire de la valeur en vendant des disjoncteurs, mais ils feraient de la valeur en administrant de l'énergie. Et c'est ça le futur du métier de cette entreprise. Et à partir de là, il a décliné une stratégie qui repose massivement sur une plateforme qui permet de faire de l'administration énergétique. Et vous observez que dans la vallée, les GAFA par exemple, ce sont des sociétés qui ont des CEO, qui ont compris évidemment ces notions-là, qui posent une vision et qui laissent une très très grande autonomie à leurs entreprises pour pouvoir agir et pour pouvoir continuer à innover. Et la conséquence de ça, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des entreprises qui sont plus plates. Et c'est des entreprises qui ont des modèles anthropologiques qui sont quasiment différents des entreprises occidentales, enfin en tout cas continentales, où c'est assez marrant parce que symboliquement, je dirais que les entreprises du CAC 40, elles sont dans des tours à la défense, donc très verticales. Vous allez visiter les GAFA, c'est des entreprises qui sont au format campus, c'est-à-dire qui sont horizontales dans la Silicon Valley. Aucune grande entreprise de la vallée, même si quelques-unes commencent à aller downtown à San Francisco, n'est vraiment en mode vertical. Et puis, cette dynamique-là permet à votre entreprise de continuer à innover. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui peuvent mettre en œuvre des équipes qui sont totalement pluridisciplinaires, qui sont constituées au gré des projets et qui sont de fait beaucoup plus agiles. Vous pouvez aussi ouvrir l'entreprise sur l'extérieur. Vos API peuvent être exposés à l'extérieur et vous bénéficiez de la multitude qui participe à la création de valeur. Beaucoup des applications qui servent les GAFA sont des applications qui n'ont pas été au départ développées par ces entreprises, mais qui sont développées par des tiers, soit de façon partielle, soit de façon totale. L'autre notion que permet la plateforme, c'est d'avoir des KPI, des éléments de mesure de la performance, qui sont totalement individualisés, qui sont liés à l'individu, au projet, au groupe, et qui permettent finalement de mesurer l'avancement des projets sur des indicateurs financiers, des indicateurs de trafic, des indicateurs sociaux, et tout type d'indicateurs. Et ça, je crois que c'est aussi une notion qui est insuffisamment comprise en Europe, c'est cette notion de mesure permanente et d'alignement en fonction d'objectifs qui sont généralement assez vagues, mais définis très en amont et qui peuvent être modifiés à tout moment. Et je crois que, pour finir, ce que je dirais, c'est que ces entreprises ont réussi à industrialiser l'innovation. Je ne connais pas d'entreprise de 60 000 personnes qui est capable d'innover autant que Google. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils sont certes extrêmement smart, ils recrutent les meilleurs possibles, mais c'est parce qu'ils ont créé des processus qui facilitent l'industrialisation de l'innovation, qui reposent massivement sur les projets, les préceptes que je viens d'évoquer. Et ce sont des processus qui sont possibles
pour les grandes entreprises à adopter. Et quand moi j'ai rencontré Jeff Immelt, le patron de GE, je lui ai dit, mais quand même une entreprise comme la vôtre ne peut pas passer en mode agile, en mode projet, comme les GAFA. Et il m'a dit, détrompez-vous, on l'a fait partout, même sur les réacteurs. Et on conçoit nos réacteurs beaucoup, beaucoup plus vite, même si on est dans une logique de build to fail, où nos premiers réacteurs explosent. Mais le niveau d'innovation qu'on intègre dedans est tellement, tellement supérieur à ce qu'on avait auparavant qu'on considère que ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de se retrouver dans la maxime du patron de LinkedIn qui a un jour dit « Si vous êtes fier de votre produit, le jour où vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Et ça, je crois que cette phrase, finalement, résume assez bien ce monde qui est en train d'émerger. C'est un monde qui est un monde de bricoleurs, un monde d'innovateurs, mais un monde où l'innovation est extrêmement puissante et consubstantielle à l'émergence de cette dynamique. Et finalement, un monde qui me semble tout à fait passionnant. Je vous remercie pour votre attention.